On va reprendre tranquillement. Alors, donc, je vais donner la parole à Laurent Moulet, qui donc nous fait la gentillesse de représenter une entreprise qui vient témoigner sur « Et moi, la corruption à l'international, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ou les questions que je me pose ?» Je vais te laisser te présenter. Et puis, donc, une fois que Laurent aura présenté son entreprise et ses actions sur ce sujet de corruption, on vous donnera le résultat du QCM qui est très intéressant. Merci Anne. Bon, je vais modestement vous parler de l'expérience que nous menons actuellement chez Molinel concernant cette problématique de corruption. Alors avant cela, je vais vous parler de deux petits mots de l'entreprise et de moi-même. Donc, je suis le directeur exécutif de la société Molinel, qui est un fabricant de vêtements de travail dans le nord de la France, à Lille, près de Lille, en fait à la frontière belge, à Frelinghien exactement. Cette société fabrique entre 1 et 2 millions de vêtements de travail par an et un des leaders sur le marché français. Et nous réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 26 millions d'euros. L'entreprise fait 80 personnes. Donc vous voyez, c'est une belle petite PME, mais on n'est pas d'une dimension extraordinaire. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Alsico, par contre, et ce groupe Alsico, qui est un groupe belge, est le numéro 2 du vêtement professionnel en Europe, derrière le groupe Quintet. Voilà. Mais c'est la pratique d'Alsico est d'avoir un certain nombre de PME sur le vêtement de travail, mais ne cherche pas à véritablement construire un groupe et de faire des synergies au niveau du groupe. Elle laisse chaque entité effectivement maître de son destin pour avancer sur ses thématiques et sur ses marchés respectifs. Voilà. L'entreprise Molinel a beaucoup travaillé à l'époque sur des problématiques de qualité, sur des problématiques de développement durable. On a travaillé effectivement à une époque avec Anne pour des problématiques d'audits sociaux chez nos fabricants, parce que c'était une problématique importante pour nous, fabricants dans le textile, qui achetons des tissus beaucoup en Asie, qui après fabriquent ces produits-là chez des sous-traitants qui sont malgaches, sri-lankais, vietnamiens, chinois. On avait effectivement nécessité à montrer que nous étions dans une démarche éthique vis-à-vis de nos clients, qui eux sont les collectivités, des distributeurs, des grands comptes, ce que nous appelons des grands comptes, nous habillons des gens comme les cuisiniers d'Elior, par exemple, ou des gens comme de l'entreprise Cita. Donc vous voyez, on a en face de nous des grosses entreprises qui nous demandent effectivement des garanties sur un certain nombre sur ces sujets éthiques. L'axe corruption en soi n'a pas été véritablement traité jusqu'à l'année dernière, date à laquelle nous avons adhéré au pacte mondial. J'aime bien le terme français moi aussi, parce que c'est très porteur de sens pour les gens qui s'investissent là-dedans, aussi bien en interne que vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc nous avons commencé l'année dernière à s'interroger sur le sujet. Nous partons donc de zéro, si ce n'est qu'on avait mis en pratique un certain nombre déjà d'idées, à savoir, et Anne l'avait dit, c'est-à-dire regarder effectivement, essayer d'éliminer trop d'intermédiaires, brouille les pistes. Clairement. On a besoin d'une traçabilité claire quand on travaille dans le textile. Et donc, on avait déjà commencé à travailler de manière de plus en plus directe avec les fabricants. Ça, c'était une manière de mieux comprendre et de mieux maîtriser nos circuits. Mais à côté de ça, quand on a fait une cartographie il y a 1 an sur le sujet, on s'est aperçu, on a très vite compris que les zones à risque étaient dans notre relation avec nos fournisseurs. Et donc, c'était essentiellement nos équipes d'achat qui étaient concernés par cette problématique de corruption. On a mis en place 3 choses essentiellement sur cet aspect de corruption. La première a été d'écrire un code de conduite interne qu'on a appelé code d'intégrité, où on expliquait à chacun de nos membres d'entreprise, alors ça ne concernait pas seulement les acheteurs, c'est un document qui a été distribué à tout le personnel et qui s'intègre maintenant dans les contrats de travail des gens qui intègrent l'entreprise. C'est un document qui dit clairement que lorsque vous vous déplacez, lorsque vous êtes appelé à voyager, c'est l'entreprise qui paye l'hôtel, c'est l'entreprise qui paye le billet d'avion, c'est l'entreprise effectivement qui se charge de ces frais-là.
Alors on passe les aspects de restaurant, on leur explique aussi que tout ce qui est cadeau, si c'est un fournisseur qui ne travaille pas avec nous, c'est strictement interdit. Après, un cadeau mineur d'une entreprise avec laquelle on travaille, bon écoutez, si ça ne dépasse pas 50 €, on ne va pas en faire un drame. Voilà, mais on met quand même une barre, histoire quand même qu'on ne reçoive pas à Noël des téléviseurs à distribuer à certaines personnes. Voyez. Donc à partir de là, on a quand même mis des seuils et des sortes de barres à ne pas franchir pour rester dans une relation, on va dire, de convivialité, garder la convivialité, pas être dans une situation de refus systématique vis-à-vis de Chinois, c'est extrêmement malvenu, mais le petit cadeau, pourquoi pas, et ça ne porte pas préjudice à la relation commerciale tant que c'est un fournisseur qui déjà travaille avec nous, qui ne cherche pas à décrocher un marché supplémentaire. Ce que nous avons aussi clairement dit à nos employés, c'est que lorsque vous êtes en situation, quand vous avez en face de vous un fournisseur qui tente de vous corrompre, vous devez de le dire à votre supérieur hiérarchique. Et ça, c'est obligatoire. On leur dit aussi, qu'est-ce qu'on leur dit d'autre? On leur dit... Oui, une dernière petite chose qui n'est pas anodine, c'est qu'on leur demande de ne pas divulguer leur adresse personnelle. Voilà, ça c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas ouvrir la porte à ce genre de choses. Et donc ça, ce document, c'est un code de conduite qu'on leur met effectivement, qu'ils connaissent et qu'ils doivent appliquer. À partir de là, on a fait une deuxième chose, bien sûr, dans les contrats cadres avec nos fournisseurs, on leur parle d'un certain nombre d'obligations par rapport à ça. Alors bien sûr, on leur fait part aussi de ce code de conduite d'intégrité qu'ont les personnes dans l'entreprise, histoire qu'ils le respectent et qu'ils l'appliquent et qu'ils ne soient pas étonnés de l'attitude des acheteurs qu'ils ont en face d'eux, parce que c'est notre mode de fonctionnement. Et donc ça, c'est clairement exprimé et c'est répercuté dans le document. On leur dit aussi que si on s'aperçoit que certains contrats qui leur sont attribués sont dus ou ont été facilités par un acte de corruption, ça remettait tout simplement le contrat. Ça relançait effectivement le débat de l'attribution de ce contrat-là. Vous savez que c'est une clause qui est d'actualité à l'heure actuelle. Et on leur dit aussi que... voilà, je pense que c'est à peu près tous. Les idées sont là. À côté de ça, la troisième chose que nous avons faite, ça a été de changer quelques modalités en interne. Lors d'attribution de marché vis-à-vis de nos fournisseurs, jusqu'à présent, il y avait surtout un responsable des achats qui est aussi directeur industriel, qui était en mesure effectivement de dire oui ou non vis-à-vis de l'interlocuteur qu'il avait en face de lui. Typiquement, on négocie, puis à la fin de la négociation, on tape dans la main, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, on a clairement exprimé aux fournisseurs que, certes, le maître d'œuvre en termes de négociation, c'était bien ce directeur industriel ou responsable des achats, mais qu'il n'était plus apte à vous taper dans la main en fin d'une négociation. C'est-à-dire qu'il y avait nécessité qu'il revienne en l'intérieur de l'entreprise, qu'il intègre une commission qu'on appelait comité d'achat, dans lequel je suis présent, dans lequel il y a un autre acheteur, dans lequel il y a bien sûr cette personne-là, dans lequel effectivement on débat, où on officialise l'attribution des marchés. Voilà. C'est quelque chose de souple, facile à mettre en œuvre. Encore faut-il que vous ayez à ce moment-là une personne qui a été auparavant responsable et qui avait, on va dire, l'aptitude à taper dans la main avec le fournisseur, comprenne qu'il faut qu'il partage ce pouvoir dorénavant avec d'autres entités, notamment la direction de l'entreprise. Voilà. Voilà, grosso modo, les trois choses qu'on a faites. Donc vous comprenez qu'on est un peu au début, c'est le socle de départ de notre démarche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que lors de cette réflexion, quand on a mis ces trois choses en œuvre, on a aussi écarté un certain nombre de choses. Et ça, c'est un petit retour d'expérience que je vous retourne. Vous qui allez effectivement peut-être vous engager dans cette voie-là, si vous êtes là, c'est que vous avez compris que c'est une voie inéluctable. Et c'est un peu comme une démarche qualité, ça va gonfler dans le temps, et progressivement, nous serons tous tenus d'aller dans cette voie-là. On s'est posé une première question, la question du droit d'alerte. Le droit d'alerte, est-ce que chaque personne de l'entreprise, est-ce qu'on a voulu pousser chaque personne de l'entreprise à réagir et à se mettre en situation de réagir dès qu'ils voyaient quelque chose effectivement qui n'était pas conforme à cette éthique d'anticorruption. On n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire parce qu'on touche quand même quelque chose de très humain. Quand on parle d'intégrité vis-à-vis de ses collaborateurs, on est quand même assez intrusif. On est quand même sur quelque chose de très humain. On est dans l'humain dans cette problématique-là.
et pousser les gens à être un peu délétères, à essayer de... On va avoir plein de petits inspecteurs en herbe. Et ça, on n'avait pas envie de rentrer dans ce schéma-là. Donc, on a voulu faire attention à cela et on ne pousse pas dans ce sens-là. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment on allait illustrer la gouvernance de cette chose-là au sein de notre entité. Est-ce qu'on allait dire, voilà, il y a une personne, monsieur propre, chez nous, c'est un tel, ou est-ce qu'on en fait une procédure qui s'intègre dans notre mode de fonctionnement habituel avec les différentes entités de l'entreprise, le directeur financier, les ressources humaines, chacun a son rôle à jouer. Et donc, comment on allait intégrer cette nouvelle approche au sein de l'entreprise ? Tout simplement, on a choisi de l'intégrer au niveau de chacune des équipes. Au début, on s'était dit que ça allait avoir beaucoup d'impact, de dire, voilà, monsieur propre, on a une direction qualité et développement durable, on va dire que c'est un axe effectivement du Global Compact, du pacte mondial, donc on se dit, voilà, ça pourrait être intégré, ça pourrait être cette personne-là qui incarne, qui soit le leader de cette procédure et de ce nouveau mouvement qu'on veut mettre au sein de l'entreprise et de nos fournisseurs. Non, on s'est dit non, on va commencer, on va intégrer, c'est à la direction financière de regarder les notes de frais, c'est aux ressources humaines de vérifier que les personnes sont bien rentrées le vendredi soir quand ils sont en visite fournisseur, ou que si elles sont restées le week-end, elles sont bien rentrées le lundi matin, et ainsi de suite. On a dit à chacun, ayez l'œil à ça, sans forcément rentrer trop non plus dans une sorte de paranoïa, parce que le soupçon tout de suite. Voilà. La troisième réflexion qu'on a menée sur le sujet a été une réflexion de et la réciprocité commerciale alors. Qu'est-ce qu'on en fait ? Nous avons en face de nous des clients. Je suis un loueur de voitures. Je cherche des vêtements. Très bien. Nous sommes retenus pour l'appel d'offres. Bien. On va vers eux, ils nous reçoivent, bravo, vous êtes en shortlist, vous faites partie des 2 meilleurs. Mais où est-ce que vous louez vos véhicules ? Voilà. Et typiquement, on se trouve quand même régulièrement dans ce genre de situation. Alors on a voulu clarifier la chose, effectivement, vis-à-vis des équipes commerciales chez nous, parce que ça arrive quand même très souvent, ce genre de demande de réciprocité commerciale. Alors qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur répond, écoutez, effectivement, la prochaine fois que le dossier s'ouvre, aujourd'hui nous sommes liés avec un tel, on a un contrat de 2 ans, dans 2 ans, dès que ça s'ouvre, on vous s'engage effectivement à réouvrir le marché et à vous solliciter sur ce sujet-là. On essaye de ne pas aller plus loin. Voilà. Mais les appels du pied, des fois, sont très forts. Voilà. Mais on est dans des situations où, des fois, on se retrouve entre le marteau et l'enclume dans ce genre de situation. Voilà. Donc on a quand même effectivement demander aux équipes commerciales de ne pas s'engager en termes de réciprocité commerciale sans que le sujet soit évoqué au niveau du comité de direction. C'est un sujet suffisamment lourd humainement, je dirais, ces notions de corruption, pour être traitées à haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que, typiquement, aujourd'hui, pour mener à bien ce changement un petit peu culturel, et sans jeter le soupçon effectivement sur tous ses collaborateurs, on a décidé d'être quand même assez discret, d'avoir l'œil, et toutes les problématiques quand même remontent au niveau du comité de direction chez nous tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'on se fait un petit chapitre d'un quart d'heure, 20 minutes, sur effectivement la situation que l'on a. Est-ce que les attributions de marché ont bien suivi le processus normal, et ainsi de suite. En termes d'expérience, on a vécu une situation, en 1 an d'existence, nous avons vécu une situation. Ça a été simplement un acheteur qui, en partant en achat en Autriche, par exemple, était resté le week-end pour aller au ski. Voilà. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a demandé de nous prouver effectivement que son séjour au ski, c'était bien lui-même qui l'avait payé, tout simplement. Alors il a le droit de dire non. Il a le droit de dire, mais moi je ne vous montre pas mes justificatifs, c'est personnel, à ce que vous me demandez. On dit ok, d'accord, répondez pas. Vous avez le droit de ne pas le dire, de faire comme vous voulez, mais du coup, voilà. Mais on lui explique que c'est votre intérêt de nous expliquer que vous rentrez effectivement dans notre démarche effectivement de transparence, que vous avancez que vous adhérez à nos valeurs effectivement,
Et donc c'est en cela que vous êtes quand même, qu'il serait quand même bien que vous arriviez, que vous ameniez ces éléments. Voilà. Il nous les a donnés et on a été tout à fait rassurés. Voilà. Mais pour vous dire quand même, là vous touchez quoi? Vous touchez une notion de confiance, une notion d'intégrité vis-à-vis de vos collaborateurs. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, il faut un petit peu de doigté. Vous avez des écrits, c'est très important d'avoir des écrits. Les documents, effectivement, de code d'intégrité, les documents de contractuels avec les fournisseurs, c'est très important. Après, je dirais, c'est à manier avec quand même un certain doigté et une certaine approche, parce que sinon, on a vite fait de basculer quand même un peu dans la paranoïa. Voilà. C'est, en toute modestie, mon petit retour d'expérience sur le sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Laurent? Oui. Bonjour, Nathalie Vacan, responsable import. J'ai une question sur la façon dont vous allez gérer prochainement, puisque ça fait qu'1 an que vous êtes sur l'anticorruption, le milieu de chaîne justement. Pour avoir travaillé dans la grande distribution, le code de conduite a été fait, les audits sociaux ont été faits aussi sur place, et finalement je me rends compte que le milieu de la chaîne, c'est-à-dire les transitaires et tout ce dont on a parlé ce matin, n'avait peut-être pas été traité jusqu'au bout, et je voulais savoir comment vous vouliez mettre cela en place et si c'était prévu. Alors, pour le moment, on ne fait rien, clairement. Nos fournisseurs, nos fabricants, qu'ils soient dans leurs pays respectifs, vont se chargent des formalités douanières. Voilà. Donc, on a bien compris aujourd'hui qu'on était co-responsable de ce qui pouvait s'y passer. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi j'ai simplement noté dans la présentation de ce matin qu'il y avait une sorte de label, le CPATT, non ? CityPat, c'est aux États-Unis. Oui, le CityPat. Donc en fait, il va falloir qu'on commence, nous, à regarder les garanties que nous donnent les transitaires actuels sur ce sujet-là. Et donc c'est effectivement une notion qu'il faut qu'on regarde. Bon, aujourd'hui, voilà, ça va nous diriger aussi sur des choix de transitaires. Clairement en intégrant ces critères-là. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter une chose par rapport à l'OEA, dont on a parlé rapidement, qui est donc la certification douanière. C'est une certification qui est gratuite, qui est accompagnée aujourd'hui par les cellules conseils de la douane dans chaque région de France. Et donc on a tout à fait intérêt aujourd'hui à aller vers ces certifications parce que elles sont, c'est pas facile à obtenir, mais elles sont accompagnées, elles sont gratuites, elles vont précéder les changements du code douanier de 2016. Donc voilà, moi si je me permets un petit conseil, puisque nous on est dans la même situation que vous, on est une ETI aussi, et notre décision c'est vraiment d'aller vers cette certification qui va nous permettre de progresser. Donc c'est OEA, opérateur économique agréé. Oui, j'ai 2 remarques concernant les questions que vous étiez posées. La première qui concernait le droit d'alerte, enfin le système d'alerte ou l'existence d'un système d'alerte, son opportunité, et ensuite la décision de prendre un référent éthique qui soit, on va dire, déconnecté des différents services, des différents métiers de l'entreprise. Sur le droit d'alerte, on est tout à fait d'accord qu'en France, il y a un vrai soupçon sur l'alerte qu'on assimile le plus souvent à de la dénonciation. Voilà. C'est quelque chose qui est hérité de l'histoire française, quelque chose de très présent. Les syndicats en France ont mis beaucoup de temps avant d'accepter l'idée même de système d'alerte, ce signalement. Nous, ce que l'on conseille de faire, c'est d'en parler déjà et de mettre l'accent non pas sur la dénonciation ou le signalement d'un comportement d'un individu, mais bien de signaler des faits irréguliers. Et ce passage de la dénonciation de l'individu, de son collègue, au signalement de certaines irrégularités factuelles peut permettre, dans une discussion, de faire avancer les choses.
Le deuxième point, c'était sur le référent. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le fait de proposer un référent qui serait, vous l'appelez monsieur propre, mais ce référent éthique ou ce référent anticorruption, cette personne à qui on peut aller parler lorsqu'on se pose une question, c'est pas incompatible avec la hiérarchie et l'organisation préexistante. C'est simplement quelque chose qui serait en plus. Parce que on peut avoir, en tant que collaborateur, on peut avoir honte de la question qu'on se pose, donc pas oser la poser à son supérieur hiérarchique. On peut douter, il peut y avoir des relations et des liens forts humains qui fait qu'on n'arrive pas forcément à aller poser la question à celui qui est dans son équipe. Et le fait d'avoir quelqu'un en plus, c'est d'avoir quelqu'un en plus à un niveau dont on sait que c'est quelqu'un qui fait unanimité dans l'entreprise, dont on sait qu'il est qui est ressenti et qui est perçu dans l'entreprise comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un à l'écoute, c'est juste un plus en fait. Voilà. Merci. Daouda Koulibaly, j'ai un centre de formation professionnelle continue basé au Mali, donc en Afrique. Je ne vais pas plutôt poser une question, si vous le permettez, juste un petit témoignage de terrain, puisque quelqu'un l'a dit à l'ouverture de cette conférence, que la corruption est endémique, effectivement, en Afrique. C'est une réalité. Moi, je suis sur le terrain et c'est quelque chose que nous constatons tous les jours, je dirais même que nous vivons au quotidien. Je suis très ravi de prendre connaissance de l'existence de Global Compact, que je ne connaissais pas, et qui se trouve est une émanation du système des Nations Unies. Mais vous savez, quelqu'un l'a dit à un moment donné que la question de la corruption au Nigeria, par exemple, est à prendre avec précaution, parce que parfois la corruption peut prendre des proportions insoupçonnables. Et ceci dit, je me permets tout simplement de faire remarquer que le système des Nations Unies dont on parle, qui a mis en place, ou en tout cas qui a encouragé la mise en place du Global Compact, en Afrique, malheureusement, est perçu comme étant une des organisations les plus corrompues. Je ne parle pas de la Banque mondiale, je ne parle pas du FMI, mais les missions des Nations Unies qui opèrent dans les terrains de conflit en Afrique, je pense notamment à l'ONUCI en Côte d'Ivoire ou encore à la MINUSMA au Mali, il est de notoriété publique qu'on ne peut pas, en tout cas très difficilement, obtenir un marché public dans ces organisations sans donner des pots de vin. Heureusement pour notre Nice, en tout cas on essaie jusqu'ici de faire un maximum de pression sur nous-mêmes pour aller sur ces terrains-là. Mais un autre exemple que je voulais vous donner, si vous le permettez, c'est avec les agents publics, tout simplement. Par exemple, moi, quand j'ai créé mon entreprise, il y a 7 ans de cela au Mali, on a mis 2 mois pour obtenir juste ce qu'on appelle le numéro d'identification fiscale, c'est-à-dire l'équivalent du numéro de TVA en France. Alors que c'est quelque chose qu'on a tout de suite 2 jours après, mais seulement parce qu'il faut payer quelque chose à la secrétaire qui est là, et chose qu'on ne voulait pas faire. Donc du coup, on nous a fait attendre. L'autre exemple, c'est avec le Trésor public malien. Il nous est arrivé d'attendre 3 ans pour se faire payer pour une prestation qu'on avait déjà réalisée. Tout simplement parce qu'au niveau de la chaîne de paiement, il fallait payer quelque chose pour faire débloquer le paiement. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement compliqué, c'est très complexe comme problématique, la question de la corruption. Je voudrais donc vous remercier pour cette initiative et vraiment vous encourager dans cette voie. Je dirais que c'est un combat pour l'humanité parce que quelqu'un l'avait dit au départ, hein, c'est un frein énorme au développement et c'est une véritable problématique sociétale et surtout aujourd'hui dans une concurrence internationale exacerbée, je dirais, entre entreprises occidentales, je dirais européennes notamment et entreprises chinoises sur le terrain africain, où par rapport aux entreprises chinoises, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes liées à cette question de corruption. Et de l'autre côté, pourtant, il y a effectivement des mesures qui se mettent en place. Donc on ne peut qu'encourager effectivement des initiatives comme celle-ci qui poussent à aller encore vers une transparence, vers une amélioration des process. Merci.
que je n'aperçois pas. Il y a les deux personnes de la compagnie aérienne chinoise, elles sont parties. Elles sont parties. Sinon, on leur aurait donné la parole puisqu'elles étaient présentes. C'est qui prouve que une compagnie internationale chinoise basée en France s'intéresse au sujet. Donc peut-être que les choses vont quand même bouger globalement sur ce sujet. Laurent, merci beaucoup. On va donc terminer cette matinée passée ensemble avec le rapide débrief de notre QCM. Alors, je rappelle que ce questionnaire choix multiple, c'est un extrait d'un outil qui a été mis en place par Transparency International et que vous pouvez utiliser en ligne. Un remarquable outil de e-learning. Donc, Transparency nous avait autorisé à en extraire 3 exemples pour servir le propos aujourd'hui. Alors, je vous présente les résultats. Le premier cas qui vous était présenté, donc un jeune homme qui disait aujourd'hui j'ai un déjeuner prévu dans un bon restaurant, etc. Je viens de recevoir un mail annonçant un appel d'offres qui nous conviendrait parfaitement. Dans cette question, vous avez été 26 à donner la mauvaise réponse sur 37 personnes, c'est-à-dire plus que la grande majorité. 25 d'entre vous ont donné la réponse numéro 3. La bonne réponse étant la première. Est-ce que Baptiste, vous voulez commenter ? Non ? Non, je vais simplement faire une remarque générale. On est souvent, avec la corruption, dans ce qu'on appelle les zones grises. Ce sont les zones où on ne sait pas bien si on est dans un comportement normal, si on est dans un... voilà. Donc la première chose à faire, là on sent... et après ce type de formation, vous êtes encore plus sûr de ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est limite. Voilà, Megacorp, l'entreprise avec laquelle vous avez un déjeuner qui est prévu dans un très bon restaurant, et c'est en même temps vous apprenez qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre et que potentiellement ça peut vous intéresser. Là, on sent qu'il y a une situation limite, donc je pense que la première chose à faire, c'est douter, c'est de se poser la question. Simplement, le fait de se poser des questions, c'est déjà un changement culturel, parce qu'il y a 15 ans, une situation comme ça, on aurait pu se dire, bon, ouais, 5 ans, ou peut-être ouais, 10 ans, on va dire, coupé à part en deux, on saute dessus, bah, très bien, coup de chance. Voilà. Aujourd'hui, il faut simplement se poser la question. Je pense, de mon point de vue, la première réponse est celle la plus c'est la plus catégorique. Après, la troisième, celle où le plus grand nombre, elle est, selon moi, aussi envisageable. Elle est aussi envisageable. C'est une question d'appréciation du lien. Est-ce que c'est... Voilà. Bon. Peut-être ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y a la réponse qu'on peut donner à cette question, mais il y a la réponse que la justice donnerait en cas de, justement, de vous demander quelles preuves vous pouvez donner. Et je pense que la réponse qui est choisie ici, c'est de dire c'est la seule réponse suffisante dans ce cas-là pour prouver que vous n'auriez pas utilisé cette situation pour bénéficier d'un avantage. On peut peut-être pousser pour dire l'exigence de la réponse, elle vient du fait de dire si à un moment donné on me demande de prouver, alors dans la réponse 1, oui, je pourrais. C'est le plus évident. Après, le juge regardera de toute façon le lien de causalité. Est-ce que ce déjeuner a été déterminant dans le choix du partenaire ? Voilà, ce qui est possible. Ce qui est possible. Donc, éviter la solution 1, c'est minimiser au maximum le risque. La question numéro 2, donc la bonne réponse était la réponse 2. Vous avez été 26 à donner la bonne réponse et 11 à donner une réponse incorrecte. Donc là, on était dans le cas d'un cadeau, un cadeau vase en cristal au moment de Noël, qui est un sujet qui est très relevé, je vous le disais tout à l'heure, en Chine notamment, puisqu'il y a une guerre qui est faite à la politique cadeau, notamment à destination des agents publics, et qui met à mal un certain nombre d'années de pratique, et qui met à mal aussi des marques françaises dont les produits de luxe étaient particulièrement appréciés par les agents publics. Donc je citais tout à l'heure Montblanc, mais vous avez d'autres marques françaises qui sont mises à mal par ça. Donc l'idée étant la proportion entre le cadeau qui est offert et l'objectif, ou on va dire le contexte du cadeau. Et la réponse, donc numéro 2, une grande majorité d'entre vous l'a donné. Un commentaire particulier, Baptiste, sur celle-ci ? Non ? Pas particulièrement. Et la troisième question, vous avez été 32 à donner la bonne réponse. Pour 5 réponses incorrectes, c'était la réponse numéro 1. C'est une situation, je pense, qu'on peut rencontrer assez facilement. Et là aussi, en toute bonne foi et volonté de bien faire, se retrouver
à un moment donné à devoir rendre des comptes du fait de cette question posée dans ce scénario-là. Donc vous avez à votre disposition cet outil sur le site de Transparency. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de mettre dans vos brochures la documentation de Transparency, on vous l'enverra en version électronique. Et je vous encourage vivement à aller regarder ce e-learning très intéressant à faire et à refaire, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on le refait, on se repose encore la question. Juste un détail, ce e-learning existe en français et en anglais. Il a été adapté et fait avec notre section anglaise. Il est gratuit et voilà. Donc il nous reste à clôturer cette matinée. Merci d'être venus nombreux. Je vous signale simplement, et c'était le but des personnes qui vous ont accueillis, qui vous ont demandé à certains d'entre vous, enfin à tous, je pense d'ailleurs, votre contact et carte de visite. Nous avons organisé la semaine prochaine à Casablanca, au Maroc, de nouveau une conférence sur ce thème, qui sera menée donc par nous et le président d'Éthique Intelligence. Vous pouvez inviter, c'est de nouveau participation gratuite, inscription obligatoire. Donc ça, c'est la semaine prochaine à Casablanca, mais il y a également d'autres actions que nous menons avec des sensibilisations qui seront faites en Chine début juillet par Sylvie, qui est ici debout, notre responsable RSE. Donc ça nous permettra de vous tenir informés sur l'actualité des événements que nous continuons à entretenir. Et pour ceux qui voudraient travailler sur le sujet risque de corruption supply chain, eh ben vous l'avez compris, on est à votre disposition quand vous le souhaitez pour aborder ce sujet avec vous. Dernière chose, la totalité de la matinée a été enregistrée. Donc les enregistrements vont être mis à Global Compact, nous les aurons également et à Baptiste. Et puis on vous les mettra à disposition si vous voulez revoir ou réécouter. On les mettra à disposition sur nos sites web, donc vous aurez toutes les présentations, et y compris les commentaires et les questions qui ont été posées. Merci à tous, à bientôt, bonne fin de journée.